Bienvenue sur Télé 50. À la une, trafic de tenues de forces armées de la RDC, des militaires ukrainiens en flagrant délit. Ce mercredi à l'aéroport de Goma, les services de sécurité militaire ont surpris les pilotes de la MONUSCO avec des tenues de la garde républicaine. Plus de 10 militaires ukrainiens reconnus comme des pilotes avec un Congolais qui facilitait ce trafic ont été conduits par les FARDC à la 34e région militaire. Ils sont de nationalité ukrainienne, tous pilotes de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Les services de sécurité militaire congolais les ont surpris avec des tenues de la garde républicaine, en complicité avec un Congolais qui facilitait la traduction. Les militaires ukrainiens ont proposé une somme de 5 000 $ américains à la garde républicaine et aux services de sécurité. Selon nos sources, ces derniers ont tenté de faire croire que ce paquet de tenues était une ration de pain. Discussion ténante, le ton est monté et les forces armées de la République démocratique du Congo ont finalement réussi à les mater. Les militaires ukrainiens, enfouis dans la fourgonnette, n'arrivent plus à s'exprimer. Dans les colis, 12 tenues avec des pistolets repérés. Les agents ukrainiens, avec leurs complices congolais, avaient un colis qui révèle que ce trafic ne doit pas être le premier. Très vite, ils seront conduits à la 34e région militaire pour y être entendus. Selon des sources concordantes, le trafic était soupçonné depuis longtemps. D'autres personnes évoquent même l'existence d'un réseau qui collabore avec des ennemis. Dans l'actualité toujours, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, séjourne depuis mardi à Dakar au Sénégal, où il prend part aux assises du 15e sommet de la francophonie. En sa qualité de premier vice-président de l'APF, Aubin Minakou prendra parole ce jeudi devant les ministres des pays membres de l'OIF pour présenter la politique générale parlementaire de la francophonie. Les détails avec notre envoyé spécial Crispin Chibassou. En marge du 15e sommet de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de la PEF séjourne depuis ce mardi au Sénégal. À son arrivée, Aubin Minakou a été reçu par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moussa Fagnas. Ce mercredi, dans la matinée, le premier vice-président de la PEF est rendu au centre de conférence où se tiendra les assises du 15e sommet. Sur place, Aubin Minakou a échangé avec plusieurs personnalités, dont le président de la BEF de nationalité canadienne. Et jeudi, Aubin Minakou, en sa qualité du premier vice-président de la BEF, prendra parole devant les ministres des pays membres de l'OIF sur la politique générale de la BEF en rapport avec le thème de ce sommet, qui met en avant-plan la protection de la femme et de l'enfant. Après son speech, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo devra se rendre au village de la francophonie où est organisée l'exposition dans le cadre des festivités du 15e sommet de la francophonie au Sénégal. Autre programme connexe, c'est la projection du film du Dr Mukwege le vendredi prochain intitulé « Au cœur de la violence des hommes » au Grand Théâtre National de Dakar. Depuis Dakar, au Sénégal, Crispin Chibassou pour Radio Télé 50. Merci Crispin Chibassou. Et à la primature, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est entretenu ce mercredi avec le Premier ministre. Il s'agissait entre Jean-Michel Dumont et Matata Ponyo d'échanger sur la coordination du partenariat entre deux institutions, notamment l'Union européenne et le gouvernement congolais. Les deux personnalités se sont apaisanties sur le travail abattu par le comité exécutif composé par le PNUD, l'Allemagne, la Belgique. Il était donc question pour Jean-Michel Dumont de rendre compte à Matata Ponyo de la rencontre annuelle de l'Union européenne. La révolution de la modernité, les travaux de construction de stades municipaux lancés il y a peu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avancent très bien. Mardi, le Premier ministre Matata Ponyo a fait une descente dans 2 sites pour le suivi et l'évaluation des travaux de construction des stades dans les communes de Matete et de Ngelema. Voilà, je crois que c'est amplement suffisant comme ça. Voilà. 60 jours après la pose de cette première pierre pour le go des travaux de construction des stades municipaux à Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo est de nouveau descendu sur terrain pour faire les suivis. À Matete, la clôture du stade Jean Kembo est déjà terminée. Les mini-contours des gradins sont en phase de coulage de béton. Les ouvriers de la société Sotem en charge de la construction de cette arène sont à pied d'œuvre. Avec les explications du DGAI du BSECO,
les premiers ministres se préoccupent déjà de la date de fin des travaux, estimée à plus ou moins 3 mois. Moi je retiens beaucoup le 20 janvier. Quand j'arrive ici le 20 janvier, vous allez dire non, il y avait trop de pluie. Monsieur le ministre, le 20 janvier, vous allez dire... Oui, c'est noté. Après Matete, direction la commune de Ngalima, les stades municipaux de Delvaux. Là également, il était question pour les premiers ministres, accompagnés des ministres nationaux et provinciaux des sports, de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ces terrains, autrefois couverts d'immondices, a été nettoyé en un temps record. Le site est aujourd'hui à l'élévation de la fondation, ce qui confirme l'effectivité de la bonne marche des travaux. Le chef de l'État nous avait recommandé de pouvoir réhabiliter et construire des stades municipaux à travers l'ensemble de la République. Et là aussi, nous avions lancé les travaux dans plusieurs communes. Il était question de pouvoir évaluer les suivis de ces travaux, mais aussi de pousser pour que les entreprises puissent accélérer les travaux et que le suivi soit aussi de qualité. Kinshasa étant les projets pilotes, l'objectif pour le gouvernement de la RDC est de construire au minimum 3 stades par province, mieux doter chaque commune ou encore chaque territoire d'un stade municipal. Voilà, merci. C'est ce qui serait une très bonne chose en tout cas. Coopération. Dans ce journal, il s'est tenu une réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, réunion à laquelle a pris part le ministre congolais des hydrocarbures, Crispin Atamatabi, sur initiative du ministre ougandais de l'énergie et du développement minéral. Dans l'unanimité, les 2 parties ont adopté le rapport sur les recommandations issues de la 6e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda préparée par les experts de 2 pays. Regardez. Le ministre des hydrocarbures, Crispin Atamatabe, a participé le 20 novembre dernier à la réunion ministérielle entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, sur initiative du ministre ougandais de l'énergie et du développement minéral Peter Lokeres. Au cours de cette rencontre, les 2 parties ont adopté le rapport de la mise en œuvre des recommandations issues de la 6e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda, préparée par les experts de 2 pays. Il a été également évoqué la problématique d'évacuation par pipeline du pétrole brut à produire dans le Graben Albertine. Un communiqué conjoint entre la République de l'Ouganda et la RDC a sanctionné cette rencontre. Aussitôt, le patron de l'or noir congolais, accompagné de son collègue ougandais, et les experts des 2 pays ont visité tour à tour le site où sera érigée l'usine de raffinerie à Hoima, à plus de 200 km de Kampala, et du lac Albert, dans la partie ougandaise, où il a été signalé la présence du pétrole après la sismique et forage. Nous avons besoin plutôt de nous connecter à eux pour qu'on puisse vite aller de l'avant. C'est le résultat de sismique et surtout de forage. Lorsqu'on parvient à faire des découvertes, les investissements commencent à venir. On ne veut pas investir dans le vide. On investit quand on est sûr qu'on va récupérer. Voilà qui a motivé le gouvernement ougandais à construire cette route. Contentieux électoral à Befale, la Cour suprême de justice vient de proclamer ce mercredi les résultats définitifs de l'élection législative nationale de cette partie de la province de l'Équateur. C'est Denis Ngundali Tumba qui a été élu député national de cette circonscription. Ces résultats viennent ainsi compléter le nombre de 500 sièges pourvus à l'Assemblée nationale. Après la publication provisoire des résultats de l'élection législative nationale organisée le 24 juillet 2014, par la Commission électorale nationale indépendante dans la circonscription électorale de Befale à l'Équateur, la CENI avait transmis le 26 juillet à la Cour suprême de justice les documents et actes relatifs aux résultats provisoires issus de ces élections et ceux du 28 octobre 2011, conformément à la Constitution. 2 recours avaient été enregistrés dans ce contentieux électoral par la Cour suprême de justice. Après leur examen, elle a rendu 2 arrêts de non-fondement de recours. La Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection législative nationale
du 24 juillet 2014, le ministère public entendu proclame élu député national pour la circonscription électorale de Befali, province de l'Équateur, M. Ngunda Litumba Deni, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais de l'instance. Ce résultat vient ainsi mettre fin à ce long feuilleton dans la circonscription électorale de Befali. Et puis, sachez que le Fonds national de la microfinance, FNM, a organisé un déjeuner échange avec les dirigeants des institutions financières de proximité IFP ce mercredi. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir l'intégration d'un grand nombre de populations, en majorité femmes et jeunes, aux microfinances. Nathalie Zaina. Aujourd'hui, nous participons. C'est sous le thème « Vision commune pour l'inclusion financière et produits financiers adaptés » que s'est déroulé le déjeuner microfinance organisé par le Fonds national de la microfinance à l'intention des institutions financières de proximité. Thierry Ngoy, coordonnateur général du FNM, revient ici sur les objectifs de cette rencontre. Nous avons voulu évaluer un produit que nous avons mis en place avec eux qui concerne l'autonomisation économique des femmes. Le produit GSEC, le groupe de solidarité d'épargne et de crédit. Enfin, nous avons voulu présenter à nos partenaires le nouveau produit qui sera mis en place incessamment. C'est le produit de création de micro-entreprises associatives des jeunes. Une action que le FNM mène avec les institutions financières du pays, un partenariat salué par la présidente du conseil d'administration de coopération Bomoko au regard du résultat. FNM est venu renforcer notre coopérative en ce qui concerne la technique, le renforcement des capacités de nos agents, le renforcement des capacités de dirigeants. Réunis en atelier, ces membres ont réfléchi sur des mécanismes à mettre en œuvre pour passer de la zone de vulnérabilité à celle d'autonomisation. Ce que nous faisons, c'est accompagner ces personnes-là sur le plan social et sur le plan économique. Avant de leur accorder ce petit crédit-là, nous faisons une analyse systématique. Le FNM est donc décidé de relever ces défis, celui de faciliter l'accès aux services financiers aux vulnérables, le social étant l'une des priorités du chef de l'État, Joseph Kabila. En province, transport interurbain au Katanga, la société de transport Molicap Espérel met en circulation des nouveaux bus sur le tronçon Lubumbashi-Kolwezi. Il s'agit des bus de marque Sunlun de la dernière génération. Molicap se dit déterminé à faire comprendre aux voyageurs de ce tronçon routier l'émergence de cette province dans le domaine de transport de personnes et de leurs biens. Sunlang, une des marques des autocars de la dernière génération au kilométrage zéro, voilà le deuxième lot des bus que la société Molicap Espérel met en circulation à partir du 26 novembre 2014, ceci 6 mois après son lancement du trafic interurbain Lubumbashi-Kolwezi. Il s'agit des bus d'environ 4 mètres de hauteur, ayant 2 portes, 50 places assises, y compris celle du conducteur, aménagées en tenant compte de plusieurs paramètres sécuritaires et sanitaires, notamment la disposition des sièges. Inclinables, ils sont bien agencés de manière à permettre aux passagers de s'asseoir aisément et de s'émouvoir facilement en cas de besoin. Un air conditionné pour rafraîchir les passagers et aérer en même temps le bus. Un système vidéobus, question de détendre les voyageurs et éloigner le stress lié au voyage. Bref, ce sont des bus émergents pour une province émergente. Longue est la distance entre Lubumbashi et Kolwezi, mais elle semble réduite suite au confort qu'offre Molicap Espérel, le leader du transport interurbain. Par la qualité, la rapidité, l'assiduité, la courtoisie de son personnel, Molicap Espérel continue à révolutionner le secteur du transport interurbain, répondre aux besoins de ses clients, contribuer au développement et accompagner le gouvernement dans la révolution de la modernité et la nouvelle citoyenneté. Ces autocars de Molicap Espérel disposent aussi des soutes bien larges pour contenir les bagages étiquetés pour une bonne identification. Ainsi, les passagers voyagent légers, plaçant leurs autres effets personnels dans le porte-bagages supérieur du bus.
Achetez votre ticket au guichet du terminal situé au niveau de la station Moulikap et participez au premier voyage de ces longs courriers sans langue qui démarre déjà ce mercredi 26.